En 2006, dans une clinique privée de la région parisienne, un cri brisa le silence de la salle d'accouchement. « Docteur, je veux voir mes enfants », haleta Hélène Moreau, la voix tremblante, exténuée par 12 heures de travail. Allongée, les cheveux collés par la sueur, le regard implorant, elle tenta de se redresser. L'instant tant attendu, celui où elle allait enfin rencontrer les 3 enfants qu'elle portait depuis 9 mois, était là. Le docteur Richard Mendoz échangea un regard chargé de tension avec l'infirmière Claire Dumas. Celle-ci acquiesça silencieusement et s'avança, les bras chargés de 3 petits nouveau-nés emmaillotés dans des langes d'un blanc immaculé. « Félicitations, Madame Moreau, Monsieur Moreau, voici vos 3 enfants, dit-elle d'une voix douce. Mais à peine Hélène eut-elle posé les yeux sur les nourrissons que son visage se figea. Puis, un hurlement déchirant fendit l'air. Non. Ce n'est pas possible. Elle recula violemment, les yeux écarquillés d'horreur, comme si elle venait de voir un spectre. Pourquoi? Pourquoi ont-ils cette couleur de peau? Ce ne sont pas mes enfants. À ses côtés, Thomas Moreau se raidit. Les jointures de ses poings blanchirent sous la pression. Son visage, d'abord surpris, vira rapidement au rouge d'une colère contenue. C'est une plaisanterie. Vous savez qui nous sommes. Vous savez combien nous avons payé pour accoucher ici, dans une clinique de prestige. Et vous osez nous présenter des bébés noirs? Le docteur Richard tenta de garder son calme. Monsieur Moreau, nous avons effectué toutes les vérifications nécessaires. Ces enfants sont bien les vôtres, biologiquement. Mensonge, hurla Thomas. Hélène fixait encore les nourrissons, secouant la tête, la voix brisée. Non, ce n'est pas possible, jamais, jamais, comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Claire s'approcha, tentant d'apporter une explication. Il existe des cas documentés de variations génétiques, ou des héritages lointains, parfois un ancêtre noir dans la lignée peut. Mais elle fut coupée net. Je ne peux pas, cria Hélène. Je ne peux pas les élever. Le monde se moquera de nous. Je ne peux pas supporter cette honte. Le docteur Richard posa une main rassurante sur l'épaule de Thomas. Ce sont vos enfants. Que cela vous plaise ou non. Mais Thomas s'avança, les yeux injectés de sang. Nous ne pouvons pas les élever. C'est une humiliation. Une insulte. Hélène tremblait. Personne ne doit jamais savoir. Jamais. Claire, horrifiée, s'écria, mais ce sont vos enfants. Vous ne pouvez pas. Thomas la coupa froidement, débarrassez-vous d'eux. Quelques heures plus tard, dans le bureau du docteur, le couple Moreau s'assit face à lui. Hélène, livide, agrippait son sac de créateur comme une bouée. Docteur, est-ce qu'il existe un moyen de faire disparaître tout cela, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Richard fronça les sourcils. Disparaître? De quoi parlez-vous? Thomas posa un dossier sur le bureau. Nous voulons renoncer à tout lien. À la garde. Immédiatement. Dans le couloir, Claire entendit et sentit son cœur se briser. Vous ne pouvez pas faire ça, hurla-t-elle. Mais Hélène, en larmes, hocha la tête. Ma famille ne l'acceptera jamais. Cela me détruirait. Thomas, implacable, ce ne sont pas mes enfants. Claire, les poings serrés, la voix tremblante, vous êtes des monstres. Le docteur soupira longuement. Très bien. Ils seront placés dans le système des orphelinats. Parfait, faites-le au plus vite, répondit Thomas sans un regard en arrière. Quelques jours plus tard, à l'orphelinat Saint-Raphaël de Paris, la directrice Manon Fontaine entra dans la salle néonatale. 3 nouveaux bébés, annonça-t-elle à son équipe. L'une des employées, Camille Vasier, plissa les yeux en s'approchant des berceaux. Ils ont l'air différents. Ce sont juste des nourrissons, Camille, répondit Manon, sèche. Mais Camille tordit la bouche. Ils sont noirs. Tu sais aussi bien que moi ce que ça veut dire. Très peu de familles les adopteront. Les gens veulent des bébés blonds, aux yeux clairs. Manon soupira profondément. Elle se pencha sur les 3 petits. Mathieu. Jean. Sophie. Que Dieu vous aide à trouver un foyer. Mais au fond d'elle, elle savait que leur chance était mince. 2011 L'école de l'orphelinat à âge, 5 ans. Mathieu jouait seul dans la cour quand un groupe d'enfants s'approcha, mené par Romain Fernandez, 2 ans de plus que lui. Vous salissez notre orphelinat, cracha-t-il. Sophie, effrayée, attrapa la main de Jean. Pourquoi tu dis ça?
Romain ricana. Personne ne veut vous adopter. Qui voudrait de ça? Mathieu serra les poings. On est comme vous. Mais un coup de poing le fit tomber au sol. Le sang coula sur son menton. Vous ne serez jamais comme nous. Vous serez toujours rejeté, dit Romain en s'éloignant. Jean aida son frère à se relever. Sophie éclata en sanglots. Un jour, on sortira d'ici, murmura Jean. Et on leur montrera qui on est vraiment. Mais pour l'instant, ces mots n'étaient qu'un fragile rempart contre l'abandon. 2015 à 2019 les familles d'accueil successives. Maria et Xavier Girard, puis les Pérez, puis d'autres encore. Tous avaient fini par renvoyer les 3 enfants. Toujours la même excuse, c'est trop difficile. Mais les enfants savaient. C'est parce qu'on ne leur ressemble pas, murmurait Sophie à chaque départ. Mathieu serrait les dents. Un jour, ils le regretteront. Mais les années passaient, et la réalité ne changeait pas. Ils étaient 3, inséparables et indésirables. 2020 cantine de l'orphelinat à âge, 14 ans. Alors qu'ils faisaient la queue pour le repas, l'éducateur Alex Ruiz les interpella. Vous 3, pourquoi êtes-vous toujours ensemble? Mathieu soutint son regard. Parce que nous sommes frères et sœurs. Alex haussa les épaules. C'est étrange. Vous ne vous ressemblez pas. Jean répondit calmement, parce que l'amour ne dépend pas de la couleur. Sophie ajouta, d'un ton ferme, ce n'est pas le sang qui fait la famille. C'est le cœur. Aujourd'hui, en 2024, ils ont 18 ans. Contre toute attente, ils sont encore ensemble. Ils ont survécu aux humiliations, aux rejets, aux regards chargés de préjugés. Ensemble, ils ont construit leur force. Mathieu rêve de devenir avocat pour défendre les enfants oubliés. Jean veut être enseignant, pour offrir ce qu'il n'a jamais eu. Sophie, elle, écrit. Des poèmes, des lettres, des manifestes. Elle veut que le monde se souvienne. Le jour de leurs 18 ans, ils se rendent ensemble à la mairie. Pour la première fois, ils signent leur nom en bas d'un document officiel. Mathieu Moreau. Jean Moreau. Sophie Moreau. Ils ont repris le nom de ceux qui les avaient rejetés. Non pas par attachement, mais pour prouver une chose. Ils existent. Ils sont dignes. Et ils ont survécu. Ils se tenaient droit, sans peur. Malgré la douleur et l'humiliation qu'ils avaient endurées, leur regard était clair, décidé. Alex, un camarade à l'ironie tranchante, lança d'un ton provocateur. Vraiment, c'est étrange. Pourquoi vous ne nous ressemblez en rien? Jean serra les poings. Que veux-tu dire par ressembler? Parce que notre peau n'est pas blanche? Alex haussa les épaules, indifférent. Je dis juste la vérité. Et ici, vous ne devez pas espérer de traitement de faveur. Et de fait, il n'y en avait aucun. Mathieu, l'aîné, brillait à l'école, mais Alex, devenu professeur, ne cessait de lui attribuer des notes injustement basses. Jean s'inscrivit à un club de sport, mais on lui refusa l'entrée. Sophie tenta de rejoindre un atelier de littérature, on l'ignora comme une ombre. D'autres enfants étaient encouragés, eux non. Les 3 étaient invisibles aux yeux du monde. Ils ne nous accepteront jamais, soupira Sophie, résignée. Mais nous ne céderons pas, murmura Mathieu. Jean ajouta avec gravité. Nous devons être forts. Quitter cet orphelinat et affronter le monde. Le départ. 2024, ils avaient 18 ans. 3 valises posées devant la porte de l'orphelinat. Le vent d'automne sifflait à travers les branches nues. Où allons-nous? Demanda Sophie, la voix tremblante. N'importe où, sauf ici, répondit Mathieu, en serrant sa poignée avec rage. Manon, l'une des rares à les avoir traités avec dignité, les regardait partir, les yeux humides. Prenez soin de vous. Vous avez été meilleur que tous les autres, murmura Jean. Mais pas assez pour changer ce que vous avez vécu, répondit-elle. Ils quittèrent le bâtiment sans se retourner. Ce qu'ils ignoraient encore, c'est que le monde extérieur pouvait être bien plus cruel que l'enfermement. Paris, 2024 le combat pour exister. Dans les faubourgs humides de Paris, entre entrepôts et routes poussiéreuses, ils cherchaient du travail. Que va-t-on faire maintenant? Demanda Sophie, serrant son vieux sac élimé. Nous devons trouver un emploi, répondit Mathieu. Peu importe lequel. On apprendra. On avancera.
Ils n'avaient ni diplôme, ni réseau, ni expérience. Seulement leur volonté. Mathieu fut le premier à tenter sa chance sur un chantier. « Qui es-tu » gronda Maxime Dupuis, le chef, en le jaugeant du regard. « Mathieu. Je cherche du travail. » Maxime éclata de rire. « Toi? T'as l'expérience? » « Non, mais j'apprends vite. » « Ton salaire sera plus bas que celui des autres, dans ce cas. » Mathieu ravala sa fierté et accepta. Chaque jour, il était humilié, traité de « gamin noir » et de bon à rien, payé moitié moins que les autres malgré ses efforts acharnés. Jean, de son côté, fut embauché comme manutentionnaire dans un entrepôt. « Ton salaire sera plus bas » annonça le patron François Bernard sans détour. « Pourquoi ? » « Ce sont mes règles. » Jean accepta, lui aussi. Mais dès le premier jour, les insultes fusèrent. On le traitait de fainéant, on insinuait qu'il volait le travail des autres. Même s'il travaillait 2 fois plus dur. Sophie décrocha un poste de serveuse dans un petit café. « Tu as de l'expérience » demanda Béatrice Renaud, la patronne. « Non, mais je peux apprendre. » « Tu travailleras uniquement le soir. Et moins payé que les autres. » Chaque soir, elle affrontait les regards méprisants. « Une serveuse noire ? » Ce café est tombé bien bas, lança un client. Un autre refusa même d'être servi par elle. Les humiliations. Un jour, sur le chantier, Mathieu vit Maxime frapper violemment un ouvrier nommé Romain pour avoir osé demander un salaire équitable. « C'est une leçon. » hurla Maxime. « Apprenez à rester à votre place. » Mathieu baissa les yeux, pétrifié. À l'entrepôt, Jean fut bousculé par un collègue, Hector. « Tu ne me plais pas. Pourquoi t'as pris ma place ? » « Je veux juste travailler, » répondit Jean. « Tu n'as rien à faire ici, » lança l'autre avec hargne. Dès ce jour, Jean fut exclu, ignoré, évité par tous. Au café, une cliente hystérique renversa sa tasse exprès. « Elle m'a brûlé. »« Ce n'est pas vrai. » balbutia Sophie, terrorisée. « Tu seras sanctionné, » dit Béatrice. Retenue sur salaire. Punie pour une faute qu'elle n'avait pas commise. Le doute et la quête de vérité. Un soir, sous les réverbères tremblants du vieux parc, les 3 jeunes s'effondrèrent sur un banc. Sophie éclata en sanglots. « Pourquoi ? Pourquoi devons-nous endurer ça ? » « Parce que cette société ne veut pas de nous, » répondit Mathieu, les dents serrées. « Alors, que fait-on ? » demanda Jean. Mathieu leva les yeux vers le ciel noir. « Peut-être, il est temps de découvrir notre passé. »« Tu veux dire, nos parents ?» murmura Sophie. « Ils nous ont abandonnés, » objecta Jean. « Je ne cherche pas à les retrouver, » dit Mathieu. « Je veux les affronter. » Le dossier. Le lendemain, ils pénétrèrent dans le bureau des archives sociales. « Nous voulons consulter nos dossiers d'origine » demanda Mathieu à la réceptionniste, Maya Torres. Maya tapa leur nom. Ses yeux s'agrandirent. « Attendez ici. » Elle disparut quelques minutes, puis revint avec un dossier jauni par le temps. Mathieu l'ouvrit. Et son cœur s'arrêta. Thomas Moreau. Aline Moreau. Jean Blémy. Ce sont eux ? Des figures publiques, soupira Maya. Thomas est homme politique, Aline militante caritative. Mathieu éclata d'un rire amer. Un politicien et une militante de l'enfance. C'est une farce. Ils nous ont abandonnés et font semblant d'être vertueux, s'indigna Jean. Il est temps de leur faire face, lança Sophie. L'affrontement. Une semaine plus tard, un gala de charité battait son plein. Des lustres scintillaient. Des verres de champagne brillaient dans les mains des invités. Sur scène, Aline Moreau, radieuse, lançait son discours. Il n'y a rien de plus précieux qu'un foyer aimant pour chaque enfant. Les applaudissements fusèrent. Dans l'ombre, les 3 enfants s'approchaient. Quelle comédienne, murmura Jean. Il est temps de dévoiler leur vérité, dit Mathieu. Il monta sur scène, arracha le micro. Désolé de vous interrompre. J'ai une meilleure histoire à raconter. Silence glacial. Aline pâlit. Qui êtes-vous ? Sécurité. Mathieu la regarda droit dans les yeux. Je suis ton fils. La salle explosa de murmures. Jean et Sophie le rejoignirent sur scène.
Nous sommes les 3 enfants que vous avez abandonnés il y a 18 ans. Thomas s'avança, furieux. Qu'est-ce que vous racontez? Sortez immédiatement. Mais Mathieu resta ferme. Vous avez signé notre abandon. Parce que notre peau était différente. Vous avez eu honte. Vous nous avez effacés. Les caméras clignotaient. Les journalistes prenaient des notes. Le masque tomba. Aline baissa les yeux. Thomas ne dit plus un mot. Le passé venait de les rattraper. Et pour la première fois, dans cette salle pleine de dorures, 3 jeunes invisibles aux yeux du monde furent vus. Le silence tomba sur la salle comme un rideau de plomb lorsque Mathieu, Jean et Sophie brandirent le dossier jauni qu'ils avaient déniché après des années de recherche fébriles. Les journalistes, figés un instant par la stupeur, retinrent leur souffle, seuls les clics des appareils photo crépitèrent dans l'air devenu électrique. Xavier Ramos, le plus tenace d'entre eux, se fraya un passage jusqu'à la tribune, ses yeux vifs trahissaient un mélange de curiosité et d'indignation. « Avez-vous des preuves » lança-t-il, la voix tendue. Mathieu releva le menton, déterminé, sa main tremblait légèrement mais la colère lui donnait une force nouvelle. « Les voici » déclara-t-il en levant le dossier. « Ce sont nos dossiers de naissance, ils attestent noir sur blanc que Thomas Moreau et Hélène Moreau sont nos parents biologiques. Ils nous ont abandonnés dès le premier jour, simplement parce que notre peau n'était pas blanche. » Un murmure d'horreur parcourut l'assistance. Hélène se redressa, le visage livide, et cria. « Assez. Vous ne comprenez pas. » Mais l'indignation grondait déjà. Mathieu, le regard dur, répondit avec un sarcasme glaçant. « Tu as raison, nous ne comprenons pas comment des parents peuvent rejeter leurs propres enfants pour de simples pigments. » Thomas, d'ordinaire 6 mètres de lui, se rua vers la sortie, la colère barrant son front. Mais il était trop tard. Chaque mot avait été capté, retransmis, amplifié. En quelques minutes, les réseaux sociaux s'embrasèrent, Thomas Moreau, politicien exemplaire, a renié ses triplés à cause de leur couleur de peau, Hélène Moreau, charitable devant les caméras, impitoyable dans l'ombre. Les hashtags hypocrisie Moreau et justice pour les triplés inondèrent les fils d'actualité. Mathieu, Jean et Sophie regardaient l'onde de choc se propager, la satisfaction se mêlait à l'amertume, et dans les yeux de Sophie brillait une lueur de revanche. Le lendemain matin, devant le siège du gouvernement, les journalistes encerclèrent Thomas dès qu'il parut. Les flashs le cinglèrent comme des éclairs. Xavier Ramos, implacable, l'interpella. « Monsieur Moreau, niez-vous avoir abandonné vos enfants pour des raisons raciales ?» Le politicien balbutia, la sueur perlant à ses tempes. « C'était il y a longtemps. Je ne veux plus en parler. » Mais le public, lui, veut comprendre, insista Ramos. Un homme capable d'un tel acte mérite-t-il de légiférer pour la nation? Thomas repoussa brutalement les micros et s'enfuit, escorté par des agents nerveux. Sa fuite précipitée ne fit qu'attiser la fureur médiatique, les chaînes d'information diffusèrent en boucle son visage déformé par la rage. Au même moment, dans un salon feutré d'un café chic, Hélène fixait, pâle, la vapeur s'échappait de sa tasse. Béatrice Renaud, amie de 20 ans, la toisait avec un dégoût à peine voilé. « Hélène, tu prêchais l'amour et la compassion. Comment as-tu pu ?» « J'avais mes raisons, balbutia Hélène. Béatrice éclata d'un rire amer. « Des raisons? La peur de voir ternir ton image parce que tes bébés étaient métis? Quelle lâcheté! Je ne peux plus m'asseoir à ta table. » Elle se leva, laissant Hélène seule, naufragée dans un brouillard de honte. Au bureau de Thomas, le téléphone retentit comme une sentence. Joachim Lefebvre, chef de son parti, parla d'un ton implacable. « Thomas, tu dois démissionner. Immédiatement. » « Impossible. J'ai donné ma vie à ce parti. » Les donateurs se retirent, l'opinion est furieuse. « Si tu ne pars pas, on te forcera. » C'est fini. La ligne coupa. Thomas hurla, projeta sa tasse contre le mur. La porcelaine éclata comme sa carrière. À la fondation caritative qu'elle dirigeait, Hélène fut convoquée dans la grande salle où les murs couverts de visages souriants semblaient soudain la juger. Anne Beltran, directrice adjointe, annonça, le regard glacial. « Le conseil te remercie mais ne peut plus cautionner ton image. Tu es relevé de tes fonctions. Vous n'avez pas le droit. » Implora Hélène. « Nous avons le devoir, » répliqua Anne. Une organisation de bienfaisance ne peut tolérer l'hypocrisie à son sommet. Hélène sortit,
titubante, son talon raclant le parquet comme un glas. Les jours suivants, les plateaux télé, les podcasts, les éditoriaux se repaissaient de la chute des Moreau. Ceux qu'on adulait hier devenaient symboles de duplicité, les amis disparaissaient, jadis si prompts à rire à leurs blagues, désormais muets ou cinglants. Le soir, dans leur immense salle à manger aux lustres éteints, Thomas et Hélène mangeaient en silence. Le cliquetis des couverts sur la porcelaine résonnait comme autant de reproches. Thomas, les yeux rouges, fulminait. Tout ça, à cause d'eux. Ces ingrats. Hélène, cassée, ne répondait plus, ses doigts tremblaient sur la nappe de dentelle. Une semaine plus tard, la banque refusa leur demande de prêt. Sergio Guzman, le directeur, demeura impassible face aux suppliques d'Hélène. Votre nom est devenu toxique. Aucun investisseur n'assumera ce risque. Thomas frappa le bureau, fou de rage. Vous allez le payer, Guzman. Je crois que c'est vous qui payez, monsieur Moreau, rétorqua Sergio avec froideur. Dans la cour du manoir, un huissier apposa le sceau de saisie sur la porte. Thomas sentit son cœur se briser en même temps que le verrou de leur faste vie. Sur le trottoir, des passants chuchotaient. Regarde, les Moreau. Quelle déchéance. Hélène sanglotait, serrant une valise élimée. Thomas, la mâchoire crispée, fixait le sol, le marbre de sa superbe s'était effrité en poussière. Le train de banlieue les déposa à la périphérie de Paris, dans un quartier de modestes immeubles aux façades ternies. Leur nouvelle chambre, louée à la hâte, empestait l'humidité. Assis sur un lit grinçant, Thomas contemplait le plafond jauni. Hélène, amaigrie, serrait ses genoux contre sa poitrine. Comment en sommes-nous arrivés là? Sanglota T.L. Parce que le monde adore abattre ceux qui l'encensaient, cracha Thomas. Ils veulent du scandale? Ils l'ont eu. Mais, avons-nous mérité tout cela? Balbutia T.L. Thomas tapa du poing sur le matelas. Tais-toi. Ils ne se soucient pas de notre vérité. Nous sommes devenus leurs monstres de foire. Les jours d'humiliation commencèrent. Dans l'épicerie du coin, Hélène tendit un billet froissé pour acheter du pain. Raphaël Moral, le propriétaire, leva un sourcil ironique. Madame Moreau. La même qui organisait des galas à 1 million d'euros? Que cherchez-vous ici? Un peu de nourriture, répondit-elle d'une voix éteinte. Votre argent paiera le pain, mais il ne rachètera pas votre nom, déclara Raphaël, avant de lui rendre la monnaie avec un sourire sarcastique. Thomas tenta de trouver du travail. Sur un chantier, il s'approcha d'Alberto Fernandez, contremaître massif au visage durci par le soleil. Je sais diriger, organiser. Alberto hocha la tête, l'œil narquois. Vous savez surtout abandonner vos gosses, à ce qu'on dit. Désolé, on n'embauche pas les héros de tabloïd. Thomas resta planté, le vent fouettant son costume défraîchi. Pendant ce temps, dans un studio modeste du nord de Paris, Mathieu, Jean et Sophie suivaient l'actualité, le cœur serré. Ils savaient que leur révélation avait entraîné un cataclysme, mais ils ne regrettaient pas assis autour d'une petite table, ils se tinrent la main. Nous voulions seulement la vérité, murmura Sophie. Et la vérité n'est jamais gratuite, répondit Jean gravement. Nous devons maintenant bâtir notre propre avenir, loin de leur ombre. Mathieu, le regard embrumé d'émotion, acquiesça. Nous sommes enfin libres. Ils décidèrent d'utiliser leurs économies pour créer une association d'aide aux enfants abandonnés. Le soir de l'inauguration, dans une salle communautaire remplie de visages enthousiastes, Sophie prit la parole. Nous avons été rejetés à la naissance. Aujourd'hui, nous transformons notre douleur en lumière. Aucun enfant ne devrait connaître la honte, la solitude ni le rejet pour ce qu'il est. Les applaudissements couvrirent sa voix, et pour la première fois de leur vie, les triplés sentirent une paix profonde. À l'autre bout de la ville, Thomas errait, l'esprit embué, sous la pluie d'octobre. Les affiches électorales qu'il dominait autrefois avaient été arrachées ou taguées, son nom, mêlé à des insultes, s'effaçait dans le ruissellement. Devant la vitrine d'un café, il aperçut son reflet, costume froissé, visage hâve, regard vide. La honte lui mordit la gorge. Il comprit soudain qu'il n'y avait plus personne à blâmer, ni la presse, ni ses enfants, mais bien son propre cœur, rongé par la peur et le mépris. Il rentra dans la chambre exiguë. Hélène était assise, la lumière terne dessinant des cernes profonds sous ses yeux. Elle leva vers lui un regard brisé. Je n'ai plus de larmes. Plus de force. Thomas s'agenouilla devant elle,
chose inimaginable autrefois. Pardonne-moi, murmura-t-il d'une voix éraillée. J'ai sacrifié nos enfants pour une illusion d'honneur. J'ai sacrifié notre humanité. Hélène posa une main tremblante sur sa joue. Un sanglot muet secoua ses épaules, puis laissa place à un silence fragile, semblable à l'aube hésitante. Quelques mois plus tard, un matin froid mais clair, Thomas et Hélène se présentèrent devant la porte de l'association des triplés. Leurs vêtements étaient modestes, leurs visages vieillis par la tourmente. Sur le trottoir, ils hésitèrent longuement. Enfin, Thomas appuya sur la sonnette. Sophie ouvrit. Elle resta figée, un mélange de surprise et de douleur dans les yeux. Jean et Mathieu la rejoignirent, la respiration coupée. « Pourquoi êtes-vous là » demanda Jean. Thomas inspira, la gorge serrée. « Nous n'attendons pas votre pardon. Nous voulons simplement dire la vérité, cette fois sans mensonge, nous avons eu peur. Peur du regard des autres, peur de perdre notre statut. Alors nous avons abandonné la chair de notre chair. » Hélène, la voix brisée, ajouta. « Chaque nuit, vos visages nous hantent. Nous avons tout perdu, mais nos remords restent. Si vous n'ouvrez pas votre porte, nous comprendrons. Nous voulions seulement prononcer ces mots, nous sommes désolés. » Un long silence tomba. Le vent glissa dans le couloir, soulevant un parfum de café fraîchement moulu. Sophie sentit ses yeux se remplir de larmes qu'elle croyait taries. Elle se tourna vers ses frères. Mathieu hocha très légèrement la tête, Jean, après une seconde d'hésitation, fit de même. Sophie recula, ouvrant la porte toute grande. « Entrez. Nous ne savons pas où tout cela nous mènera. Mais la réconciliation commence peut-être ici, avec un geste, une conversation et beaucoup de temps. » Thomas et Hélène franchirent le seuil, le cœur battant, humble pour la première fois. Dans la petite salle d'accueil aux murs couverts de dessins d'enfants, une table ronde les attendait. Sur le bois clair reposaient 4 tasses fumantes, prêtes à accueillir les mots longtemps tus, les regrets, les espoirs. Le chemin vers la réparation serait incertain, semé d'embûches, mais au milieu des ruines pouvait naître une graine d'espérance. Et ce jour-là, dans une simple pièce illuminée par la lumière douce d'un matin d'hiver, l'idée même de la compassion retrouva sa place, frêle mais tenace, dans le cœur de ceux qui avaient tant souffert et de ceux qui, malgré tout, voulaient encore aimer. Alberto croisa les bras, le regard dur, le ton sec. « Tu cherches du travail ? Toi ? Un ancien politicien ? Tu crois vraiment que je vais t'embaucher ? Je peux tout faire, » souffla Thomas d'une voix rauque, presque implorante. Mais Alberto éclata de rire. Un rire moqueur, cruel, chargé de rancune. « Écoute-moi bien, Moreau. Il n'y a pas si longtemps, tu regardais les gens comme moi de haut. Nous, les travailleurs. Tu nous traitais comme si on n'existait pas. Et maintenant, tu viens quémander une place parmi nous ? » Thomas serra les poings. Son orgueil, autrefois solide comme du marbre, s'effritait sous la pression du mépris. « J'ai juste besoin d'une chance. » Mais Alberto ne sia pas. Il le fixa droit dans les yeux. « Non. Tu ne la mérites pas. » Sans un mot de plus, Thomas se détourna. Il marcha lentement, le cœur broyé par l'humiliation, englouti par une colère silencieuse. C'était donc ça, la chute. La vraie. Pas celle que l'on lit dans les journaux, mais celle que l'on ressent dans ses os. Un manoir luxueux résidence des Moreau. Devant l'imposante demeure familiale, Thomas et Hélène attendaient. La façade impeccable de la maison de ses parents, Alfonso et Mercedes Moreau, n'avait pas changé. Mais cette fois, ils n'étaient pas là en invités d'honneur. Ils étaient là en suppliants. La porte s'ouvrit. Mercedes apparut, droite, digne, glaciale. Elle balaya le couple du regard, des pieds à la tête. « Nous avons besoin d'aide » murmura Hélène, la voix tremblante. Mais Alfonso secoua la tête, lentement, avec une autorité implacable. « Ce n'est pas possible. »« Papa. »« Maman » cria Thomas, le ton désespéré. « Nous sommes vos enfants. Nous n'avons plus rien. » Mercedes soupira, exaspérée. « Vous avez fait vos choix. Vous portez les conséquences. » « Juste un peu d'argent » supplia Hélène. « De quoi recommencer, de quoi survivre ?» Alfonso répondit froidement. « Vous avez souillé le nom de cette famille. Vous ne méritez plus d'en faire partie. Ne revenez jamais. » Puis la porte se referma. Brutalement.
Définitivement. Hélène s'effondra sur le perron, en larmes, brisée. Thomas, lui, resta debout. Les poings tremblants. Les yeux perdus dans le vide. Ça y est, murmura-t-il. C'est vraiment fini. Dans un petit café parisien. Xavier Ramos, le journaliste qui avait révélé le scandale Moreau, sirotait son café en lisant le journal. Claire Espinosa, une collègue, s'approcha. Le cas Moreau, c'est fini, hein? Xavier haussa les épaules. C'est toujours pareil. On démasque un hypocrite, le public s'indigne, puis on l'oublie. Claire rit doucement. Et aujourd'hui, qui est Thomas Moreau? Xavier tourna une page du journal. Rien. Il n'est plus personne. Dans un vieux parc. Sur un banc usé, Thomas Moreau observait les passants. Hélène était à ses côtés, le regard vide, éteint. Tu crois qu'on aura un jour une seconde chance? Murmura-t-elle. Thomas ne répondit pas. Il regardait ses mains, autrefois si douces, aujourd'hui calleuses, abîmées. Le pouvoir, l'argent, l'influence, tout avait disparu. Et avec eux, le respect, la dignité, et l'amour. Paris, une semaine plus tard. Dans un petit café, les trois enfants abandonnés, Mathieu, Jean et Sophie, étaient réunis autour d'une table. Sophie feuilletait le journal. Thomas Moreau et Hélène Watt ont officiellement disparu de la scène publique. Personne ne sait où ils sont partis. Jean croisa les bras. Après tout ce qu'ils nous ont fait, c'est bien fait pour eux. Qu'ils goûtent enfin à l'abandon. Mathieu, le regard perdu à travers la vitre, murmura. Et nous? Où allons-nous? Que faisons-nous maintenant? Sophie sourit. On n'a plus besoin de fuir. Il est temps de reconstruire nos vies. À ce moment précis, un homme d'âge mûr entra dans le café. Son allure sérieuse, ses cheveux grisonnants, son regard vif attirèrent leur attention. Mathieu, Jean, Sophie, dit-il. Je suis Louis Garcia. J'aimerais vous parler. Dans le bureau de Louis Garcia. La pièce était lumineuse, élégante. Au mur, des diplômes d'universités prestigieuses. Les trois jeunes étaient assis en face de Louis Garcia. Avant tout, dit-il avec un sourire, je tiens à vous dire que vous êtes des jeunes incroyablement forts. Mathieu resta méfiant. Qui êtes-vous? Et pourquoi vous intéressez-vous à nous? Louis s'inclina légèrement dans son fauteuil. Je suis entrepreneur, mais surtout, je crois en la justice. Quand j'ai entendu votre histoire, j'ai su que je ne pouvais pas rester les bras croisés. Sophie fronça les sourcils. Que voulez-vous dire? Je veux vous offrir une opportunité. Vous avez du potentiel, mais personne ne vous a jamais tendu la main. Moi, je veux le faire. Jean demanda. Vous voulez vraiment nous aider? Oui. Je vous propose une bourse universitaire. Vous avez l'intelligence, la résilience. Vous pouvez accomplir de grandes choses. Mathieu, ému, serra les poings. Et si on vous faisait confiance? Louis le regarda droit dans les yeux. On ne peut pas changer le passé, mais vous pouvez encore écrire votre avenir. Sophie regarda ses frères, puis hocha la tête. On ne gâchera pas cette chance. Université Complutense de Paris. Mathieu sortait de la salle de classe, un gros livre de droit à la main. Andrés Navarro, un camarade, le rejoignit. Tu as encore eu la meilleure note. Mathieu sourit. Je n'ai plus rien à perdre, Andrés. Alors je continue d'avancer. Tu seras un grand avocat, lui lança Andrés en lui tapant l'épaule. Mathieu leva les yeux vers le ciel. Déterminé. Sur un chantier. Jean, en gilet fluorescent, écoutait les recommandations de l'ingénieur Pablo Reyes. Ton projet est excellent, Jean. On va le mettre en œuvre. Jean sourit. Je veux construire des maisons sûres. Pour que personne ne vive dans la misère comme nous l'avons fait. Pablo hocha la tête. Tu y arriveras. Dans une salle de rédaction. Sophie tapait furieusement sur son clavier. Marianne Lefebvre, la rédactrice en chef, posa un papier sur son bureau. Excellent boulot, Sophie. Ton article sur la discrimination a fait sensation. Sophie sourit, fière. J'écris pour ceux qu'on a ignorés. Pour ceux qui n'ont jamais eu la parole. Marianne hocha la tête. Tu iras loin. Un après-midi,
Sophie reçut une lettre anonyme. Si tu veux connaître la vérité sur tes parents biologiques, rends-toi au parc du Retiro à 18 heures. Elle appela immédiatement ses frères. Ça pourrait être un piège, dit Mathieu. Ou une vérité qu'on doit entendre, ajouta Jean. Au parc du Retiro. Les trois étaient assis sur un banc. Un homme approcha. Mathieu. Jean. Sophie. Qui êtes-vous? Demanda froidement Mathieu. Michel Garnier. J'étais le secrétaire de Thomas Moreau. Que voulez-vous? Vous dire la vérité. Thomas ne s'est jamais repenti, mais Hélène, elle, a essayé de vous retrouver. Sophie ouvrit de grands yeux. Quoi? Elle vous a cherché. Mais Thomas l'en a empêché. Elle était trop faible pour le défier. Jean serra les poings. Et maintenant, où sont-ils? Michel hésita. Dans un endroit où plus personne ne se soucie d'eux. Un quartier défavorisé de Séville. Les trois jeunes se tenaient devant une maison en ruine, fenêtres cassées, détritus éparpillés. C'est ici qu'ils vivent? Chuchota Sophie. Mathieu inspira profondément. Entrons. À l'intérieur, Hélène était recroquevillée dans un coin. Ses cheveux étaient devenus blancs, son visage ravagé par le temps. Dans un autre recoin, Thomas, immobile, le regard vide. En les voyant, Hélène éclata en sanglots. C'est vous? Mathieu resta droit. Tu oses encore nous appeler tes enfants? Hélène ne put répondre. Je suis désolée, murmura-t-elle. Sophie répondit d'une voix glaciale. Tu t'excuses après 20 ans? Thomas grogna. Mais les mots restèrent prisonniers dans sa gorge. Rien ne pouvait effacer ce qu'ils avaient détruit. Mais les trois enfants, eux, avaient choisi de bâtir. Sur les ruines, sur les blessures, ils allaient tracer leur propre avenir. Que faites-vous ici? Lança Thomas, la voix tendue, les poings serrés. Mathieu s'avança lentement, les yeux rivés sur lui. Nous sommes venus voir votre fin. Hélène soupira profondément, le regard noyé de remords. J'avais tort. J'ai manqué de courage pour vous protéger. Mathieu la fixa, sa voix tremblante mais tranchante. Est-ce que ça change encore quelque chose, maintenant? Elle baissa les yeux, brisés, pendant que les larmes roulaient silencieusement sur ses joues. Non, plus rien n'a d'importance à présent. Thomas grogna. Vous êtes venu pour vous moquer de nous, c'est ça? Sophie secoua doucement la tête. Non. Nous sommes venus pour tourner la page. Rien de plus. Les trois enfants, devenus adultes, regardèrent une dernière fois ceux qui les avaient abandonnés. Le silence pesait, lourd de tout ce qui n'avait jamais été dit. Puis, sans un mot de plus, ils se retournèrent, le pas ferme, et quittèrent la pièce, emportant avec eux la douleur mais aussi la dignité. Pardonnez-moi. Hurla Hélène, dans un sanglot déchirant. Pardonnez-moi. Mais aucun d'eux ne se retourna. Le passé venait enfin de se refermer. 5 ans plus tard. Dans un grand cabinet d'avocats à Paris, les baies vitrées donnaient sur une ville en mouvement, mais à l'intérieur, l'ambiance était feutrée, professionnelle. Mathieu Moreau entra dans la salle d'audience vêtu d'un costume taillé sur mesure. Son regard était calme, déterminé. Un homme l'attendait. Carlos Ramirez, un client d'origine modeste, lui serra la main avec gratitude. Merci, Mathieu. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais tout perdu. Mathieu sourit, avec bienveillance. Personne ne mérite d'être traité injustement. C'est pour cela que j'ai choisi ce métier. Pour défendre ceux qu'on oublie, ceux qu'on piétine. En sortant du tribunal, il leva les yeux vers le ciel. Une fierté discrète remplissait son cœur. Il n'était plus l'enfant abandonné. Il était devenu la voix de ceux que l'on avait fait taire. Sur un chantier presque achevé, à la périphérie de la ville, Jean Moreau ajustait son casque de sécurité et observait l'immense bâtiment qui s'élevait fièrement vers le ciel. Un foyer pour les sans-abri. Son propre projet. Sa vision devenue réalité. Pablo Reyes, son collègue et ami, s'approcha et lui donna une tape sur l'épaule. « Tu as fait un boulot incroyable, Jean. » Jean esquissa un sourire modeste. « Je veux simplement offrir un toit à ceux qui n'en ont pas, aider ceux que le monde oublie, comme on nous a oubliés. » Pendant ce temps, dans un petit appartement parisien, Sophie Moreau était assise devant son ordinateur portable. Sur l'écran, son dernier article clignotait,
le secret des politiciens déchus, quand la justice les rattrape. Avec un souffle profond, elle cliqua sur « Publier ». Son téléphone vibra presque immédiatement. Un appel de Marianne Lefebvre, une collègue journaliste. « Sophie, ton article explose sur les réseaux. Il est en train de devenir viral. » Un sourire discret se dessina sur le visage de Sophie. La vérité finit toujours par éclater, Marianne. Toujours. Quelques semaines plus tard. Devant un grand bâtiment flambant neuf, les trois frères et sœurs se tenaient côte à côte. Le panneau à l'entrée portait fièrement l'inscription « Organisation Nouvelle Espérance ou aide pour les enfants orphelins ». Mathieu regarda les murs blancs et les vitres brillantes. Il inspira profondément. Nous y sommes enfin. Jean hocha la tête, ému. Aucun enfant ne devrait être traité comme nous l'avons été. Sophie, les larmes aux yeux, prit les mains de ses deux frères. Nous avons peut-être perdu une famille, mais nous en avons créé une nouvelle. Une vraie. Ils se regardèrent, unis par un lien plus fort que le sang, celui de la résilience, de la justice, de l'amour retrouvé. Leur histoire n'était pas une revanche. C'était une renaissance. Car oui, cette histoire est la preuve éclatante que la justice existe, même si elle prend du temps à se manifester. Même lorsque la vérité est enfouie sous des couches de mensonges, de privilèges ou de silence, elle finit toujours par émerger à la lumière. Mathieu, Jean et Sophie avaient été abandonnés, rejetés pour des raisons que personne ne devrait jamais avoir à subir, la couleur de leur peau, le regard des autres, la honte familiale. Mais ils avaient choisi de ne pas se laisser définir par la souffrance. Ils avaient transformé la douleur en force. L'abandon en solidarité. L'injustice en engagement. Ils avaient compris, au fil des années, que la famille ne se limite pas au lien du sang. Elle est faite de ceux qui nous aiment réellement, qui nous soutiennent, qui nous respectent et nous reconnaissent. Ceux-là sont notre vraie maison. Et ceux qui ont choisi de trahir, de blesser, de rejeter, ne peuvent échapper éternellement aux conséquences de leurs actes. La société change. Les voix s'élèvent. Les enfants devenus adultes refusent de se taire. Et la vérité, toujours, finit par triompher. Aujourd'hui, grâce à leur courage, des enfants abandonnés trouvent un refuge. Des familles en détresse trouvent un avocat. Des vérités longtemps étouffées trouvent une plume pour les raconter. Et peut-être, au bout de cette chaîne d'actes justes et de bonté, le monde devient un peu plus humain. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé l'importance de ne jamais abandonner, nous vous invitons à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Votre soutien est ce qui nous donne la force de continuer à raconter des histoires vraies, puissantes et porteuses d'espoir. Nous vous remercions du fond du cœur. Fin.